Je suis quelqu'un d'enthousiaste. Le jour où je m'ennuie dans mon boulot, le jour où je sens que j'apporte plus quelque chose à l'autre, j'arrive pas à donner le sourire, à donner envie à l'autre, et que je ne fais pas avancer l'autre, ça veut dire que je suis blasé, ça veut dire que j'ai raté quelque chose. Et si je vous parlais d'une histoire? Et si je vous parlais d'une histoire d'entreprise? Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Cousin. Vous le voyez derrière moi sur la photo. Frédéric Cousin qui a créé son entreprise en 2016, Refea, une entreprise spécialisée dans le recrutement. Donc il va nous parler de son aventure. Bonjour Frédéric. Bonjour Emmanuel. On va te recevoir, on va discuter ensemble de ton parcours assez atypique. Tu vas pouvoir nous raconter plein d'anecdotes, j'en suis persuadé. L'idée, c'est que l'on puisse ensemble voir comment un entrepreneur arrive à créer son entreprise, arrive à survivre à toutes ces épreuves de vie et comment ça s'intègre dans sa propre vie. Voilà, alors merci d'être là. On va passer une petite heure ensemble. Qu'est-ce qui est la caractéristique première du travail avec Frédéric Cousin? Comment ça se passe quand on travaille avec Frédéric Cousin? Ça se passe bien en général. Ça se passe bien? Même très bien. Très bien, dans la bonne humeur, dans le sérieux, mais sans se prendre au sérieux, dans l'envie de bien faire les choses, en toute confiance. La confiance est très important. C'est un maître mot pour toi. On ne peut pas travailler sans confiance. Et moi, j'ai besoin que mes clients et mes collaborateurs se sentent en confiance avec moi. Et moi, j'ai besoin de me sentir en confiance avec eux. Parce que s'il n'y a pas une confiance réciproque, tout de suite, c'est plus compliqué. Et c'est le fondement de la relation humaine, de toute façon. Bien sûr, bien sûr. Alors, on pourrait te qualifier, j'espère que tu m'en voudras pas, cette liberté, de serial entrepreneur. Donc, c'est pas un serial killer, promis. J'ai vérifié avant. Hein. Donc, serial entrepreneur, tu en es à une dizaine d'entreprises déjà que tu as créées. Maintenant que tu as quoi, 70 ans à peu près, c'est ça? À peu près. Hors taxe. Hors taxe. Raconte-nous, alors, c'est quoi ta première entreprise que tu as créée? C'était à quelle époque? Comment ça s'est passé? C'est souvent la première qui est intéressante. La première est fondamentale et constructive. J'ai toujours, quand j'étais petit, j'ai des copains qui voulaient être pompiers, policiers, militaires, ingénieurs, chanteurs, etc. Moi, je voulais être chef d'entreprise. C'est ça. Je voulais être chef d'entreprise déjà parce que j'avais envie déjà de transformer, c'est ça que je trouve magique dans l'entrepreneuriat, on transforme une idée en projet, puis en entreprise, et pour transformer, in fine, en succès collectif. Mais ça, quand on a enfant cette idée-là, ça veut dire que tu étais baigné dans ce milieu-là, alors? Même pas. Mes parents sont absolument pas entrepreneurs, ils le sont toujours pas. Ils le sont toujours pas, j'aime bien la nuance. Non, je sais pas. Comme j'étais très curieux, je lisais beaucoup. Et puis j'ai dû tomber sur des histoires de parcours d'hommes historiques, des personnages historiques dans un premier temps qui construisaient la France, ou construisaient leur royaume ou leur univers. Et puis après les entrepreneurs, et je me suis dit, mais c'est génial finalement de construire quelque chose, de contribuer à faire changer les choses. Et comme je suis un peu idéaliste, je me suis dit, tiens, l'entrepreneuriat, la politique c'est une chose, mais l'entrepreneuriat c'est une autre façon de faire avancer les choses. Mais tu aurais pu faire maçon si tu aimais bien construire. C'est vrai. Non mais quelque part, sans blague en plus. Mais j'aurais 2 mains en moins aujourd'hui. Ah bon? T'es pas très adroit? Non, je suis pas très adroit. Je suis pas très adroit, non. Bon. Et même toujours, quand je bricole, ça se voit. Il y a toujours un peu de sang. Tu portes les stigmates de tes tentatives. Exactement. D'accord. Donc, la première entreprise que tu as créée, tu l'as créée à quel âge? 21 ans. 21 ans. C'était une obsession. J'ai décidé de faire des études courtes. J'ai fait un bac+2 dans le commerce. D'accord. Parce que je voulais monter ma boîte. C'était mon obsession. Donc, je savais pas quelle idée, je savais pas. Et comme la vie, tu le sais mieux que moi, c'est une histoire de rencontre. Oui. J'ai rencontré quelqu'un qui avait une entreprise de transport. D'accord. Et je me suis dit, tiens, c'est pas mal. C'est pas très compliqué, a priori, parce que j'étais jeune, je savais pas grand-chose. Je savais pas faire grand-chose. Ben oui. Donc, du coup, je me suis dit, il faut que je trouve un job assez simple. Conduire une voiture, j'ai le permis. Appeler des entreprises, après embaucher les chauffeurs. Après, c'était pas... Et c'est parti comme ça. Et c'était bien avant Uber, hein. Eh ben exactement. Parce que forcément, on ne se rend pas compte, pas Internet. mais c'était il y a quelques années. Quoi. Bon, voilà. Il y a quelques années. Donc tes 21 ans, c'était avant-hier. Voilà. À peu près. À peu près. Et donc du coup, le but du jeu, c'est de faire un Uber avant l'heure. Sans le savoir, c'est ça. Ouais. L'idée, c'était de proposer une alternative plus haut de gamme que le taxi, plus personnalisé que le taxi, même si j'ai rencontré le taxi, mais c'était proposer un autre service, et surtout avec une facturation au moins, et non pas... à la séance, enfin, à la course. Au trajet, ouais. Non, voilà. L'idée, c'était vraiment, moi, mes clients, c'était des entreprises
PME, TPE, grands groupes aussi, déjà. Et l'idée, c'était vraiment de gérer leurs déplacements pour aller à la gare, pour aller à l'aéroport, pour aller au restaurant, pour aller chez un client. Bref, faciliter la fluidité, leur transport. Et de l'assistante aux dirigeants. Donc, il y avait pas, on n'était pas non plus, on était intermédiaire entre la grande remise, qui était vraiment les chauffeurs, les chauffeurs de maître, très chers, très haut de gamme, entre guillemets, et les taxis plutôt pratiques, mais avec pas de confiance. Nous, les chauffeurs étaient connus. Quand on allait chercher quelqu'un à 6h du matin ou qu'on allait chercher à la gare à 23h, c'était quelqu'un de chez nous, c'était pas un inconnu. Donc c'était ça aussi qui rassurait les entreprises et qui leur permettait aussi déjà d'offrir à leurs collaborateurs une sérénité supplémentaire. Et donc, tu te retrouves embarqué dans cette histoire-là, ça marche. Ça marche. Ça marche, tu embauches des gens. On est 7. 7 quand même. À la fin, on est 7. Et ça dure combien de temps cette aventure-là? Ça dure 6 ans. C'est quand même pas rien. Hein. 6 ans. Tu as 27 ans quand ça se termine. C'est ça. Et donc 27. ça se termine bien, ça se termine mal. Ça a été un truc facile ces 6 ans. Alors, au bout de 6 ans, j'ai appris beaucoup de choses, si tu veux. Là, quand tu dis j'ai appris beaucoup de choses, je sens que tu as eu des grosses merdouilles. J'avoue que n'ayant pas appris, à gérer une entreprise, il n'y a pas d'école d'entrepreneur aujourd'hui. Il y a peut-être des formations, mais il n'y a pas d'école d'entrepreneur. Du coup, pour moi, ça a été ma formation. J'ai appris le métier, la fonction d'entrepreneur en montant ma première entreprise, en essuyant les plates, en manageant. J'avais une vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans, et je manageais des gens de plus de 50 ans. Qui avaient déjà un beau parcours derrière eux, qui se retrouvaient parfois sans avoir le choix dans ce métier, parce que c'était plus dur à l'époque pour les seniors de retrouver du travail qu'aujourd'hui. Et il fallait les manager, il fallait les gérer. Parfois, il faut leur dire il est 21h, est-ce que tu peux aller chercher un client qui vient de m'appeler et qui a besoin de nous? Donc c'était très, très formateur en termes de management, très formateur en termes d'organisation, en termes de gestion de trésorerie, de facturation, de relations clients, en forme de tout, quoi. Et avec des hauts et des bas. Mais parle-nous, c'est quoi les bas quand on se lance comme ça à l'aventure? Parce que forcément, dans les gens qui nous regardent, il y a des jeunes qui aimeraient se lancer là-dedans. Et évidemment, il faut qu'on vous le dise, hein, tout ne se passe pas comme sur Instagram ou TikTok et où on est milliardaire très rapidement et on habite à Dubaï. C'est toujours un petit peu difficile, les démarrages. On est confronté à ce qu'on appelle le principe de réalité. C'est ça. Et donc... par rapport à ce vécu que tu as eu, c'est quoi les galères que tu as pu rencontrer et qui peuvent être encore aujourd'hui présentes? Alors, beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Ça m'est déjà arrivé de rentrer au bureau à 23h après avoir déposé mon dernier client et puis de refaire les factures que je n'avais pas fait depuis 3 semaines. On était le 20 du mois. Les factures du mois passé n'étaient pas encore faites. Il faut faire rentrer l'argent parce qu'à un moment donné, il faut payer les salaires, il faut payer les voitures, il faut payer les bureaux. Du coup, on rentre, on n'a pas le choix. Travailler beaucoup. C'est ça, quand on démarre son entreprise, je pense que la plupart des entrepreneurs que je rencontre sous-estiment l'implication en termes horaires parce qu'il n'y a pas le choix. Si on veut se donner les chances d'avancer plus vite, il faut travailler. Tu veux dire que ça n'arrive pas tout seul, c'est ça. Succès. C'est pas mal, non? C'est comme bon conseil qu'on pourrait donner. C'est ça. Et encore, le succès, ça dépend de ce qu'on appelle le succès. Moi, mon succès, par exemple, dans cette aventure, c'était de voir que mes clients étaient contents de continuer à me renouveler leur confiance. Et on a créé, comme on était les mêmes chauffeurs. Et on y revient à cette histoire de confiance. Tout à fait. Et les clients savaient que c'était Frédéric, c'était Jean-Yves, c'était Franck, c'était d'autres qui allaient les chercher. Donc ils savaient, ils étaient contents de ils nous attendaient avec plaisir. Alors, comment allez-vous? Oui, donc il y avait une vraie relation qui s'installait. C'est ça. Avec les clients, mais opérationnels, pas ceux qui décident et qui payent, mais ceux qu'on voyait dans la voiture. Mais quelque part, c'est exactement, d'après ce que je sais de toi, ce qui se passe avec tes clients d'aujourd'hui aussi. Donc tu as gardé ces réflexes, les bons réflexes de cette époque-là, tu les as gardés encore aujourd'hui. Ça fait partie de moi, c'est pour ça. Mais revenons aux gamelles. Donc là, le travail. Tu fais face. La voiture qui tombe en panne sur la route, le moteur qui explose, qui tombe en rade, le client qui attend, comment on fait, il faut trouver une solution. Parce que ce qui est compliqué dans le transport, c'est l'urgence. Ouais. Et que tout le monde a besoin de voiture au moment où il y a le plus de bouchons. C'est ça. Ouais. Et le plus de... Donc tout est compliqué. Donc parfois, il a fallu, moi ça m'est arrivé de prendre ma voiture perso, petite Clio à l'époque, pour aller chercher un client à l'aéroport, à la gare, en me disant je suis désolé, j'ai pas la Safran, j'ai pas la 605, j'ai pas la Mercedes, mais j'ai la Clio, mais je suis là, je viens vous chercher. Alors les gens ne connaissent pas, si vous êtes trop jeune, mais Safran 605, c'était le top. Hein. La seule sur laquelle je suis pas d'accord, c'est la XM à l'époque, mais bon, ça, on ne peut pas se disputer. Mais oui, donc du coup, t'improvises,
tu t'adaptes, cette agilité permanente qui est nécessaire en tant qu'entrepreneur, quoi. Jamais laisser un client sans réponse. C'est-à-dire que si je ne pouvais pas lui rendre service, il faut que je trouve quelqu'un qui est en mesure de lui rendre service. Comme disent les jeunes, il ne faut pas ghoster. Ah, jamais. Ou alors, ça veut dire que vous ne voulez plus parler et travailler avec cette personne-là. C'est ça. Oui, mais au final, ça finit par Mais tenir même pas- sur les autres. Hein. C'est pas faire. Donc cette aventure-là, bon, avec ses hauts et ses bas, donc il y a une belle réussite sur 6 ans, tu arrives à en vivre, tu arrives à faire vivre 6 personnes en plus de C'est toi, ce qui est quand même déjà Plus des pas indépendants. mal. Plus des indépendants. Plus une vingtaine des d'indépendants. sous-traitants, donc, Ouais. et ça s'arrête comment, cette aventure? Tout se passait bien. Tout se passait bien. Bon, hormis l'essence montait, c'est rien à voir avec aujourd'hui. Il y a plus de bouchons, mais c'est rien à voir avec aujourd'hui. Donc, à la limite, finalement, avec le recul, la vie Ça allait. la vie avançait. Sauf qu'intellectuellement, j'avais envie d'autre chose. J'avais envie d'un nouveau challenge. Je pensais que j'étais arrivé au bout de ce cycle, de dire, OK, j'ai prouvé, j'ai appris. Voilà. C'était ma première expérience. J'avais besoin d'apprendre, de m'éprouver, de me tester finalement, de dire, est-ce que, voilà, moi qui veux être chef d'entreprise, est-ce que je suis capable de l'être? Au bout de 6 ans, je me suis dit, bon, Je suis capable. ça peut être pas mal de Ouais. se tester autrement avec un autre challenge. Et là, on arrive dans les années 2000. Et là, on arrive avec l'avènement d'Internet, les startups, etc. Oh, je te sens venir. Et voilà. Et du coup, avec un copain que j'ai rencontré à l'armée d'ailleurs, Donc, t'as fait l'armée. juste avant de. Moi, j'ai exactement. réussi à esquiver. Hein, donc, Juste c'était avant. comment? C'était pas loin. D'accord, C'était ok. pas loin. Et c'était pas trop long. Et donc, juste avant de créer cette entreprise, je fais l'armée et je retrouve, je garde contact avec cet ami, puis qui est lui féru d'informatique, toujours d'ailleurs. Et on se dit, tiens, il faut qu'on trouve une idée parce que c'est start-up. Et on monte une entreprise et on décide de monter. Donc, du coup, entre-temps, je vends ma première entreprise qui s'appelait Euroglobe. Et là, je fais une parenthèse échec. Ah. Parce que je me suis dit, dans la lancée, je veux dire, comme je veux me tester, je veux m'éprouver, je vais continuer à travailler seul. Parce que c'est une petite structure, hein, je ne suis pas fait fortune, on n'a pas trop d'argent, on vit, mais enfin voilà, on n'est pas riche. Du coup, voilà, un sou est un sou. Et je me dis, et puis je la vends, et je veux la vendre tout seul. Je rencontre, et finalement, je me suis fait pas avoir. Tu l'as vendu pas assez cher? J'ai pas vendu, je l'ai sous-estimé. Ouais, je l'ai sous-estimé. Parce que je me suis pas fait accompagner. Et là, je regrette, et c'est un conseil que je donnerais à tout entrepreneur, même si vous avez une trésorerie faible, il y a des moments dans la vie, des moments clés dans la vie d'une entreprise où il faut pas lésiner et se faire accompagner. Et ça a été ma plus grande leçon, me faire Dans la accompagner. vie professionnelle et dans la vie personnelle aussi. Aussi. C'est Le vrai. nombre de fois où, en fait, on perd du temps en voulant faire les choses tout seul. Mm. Parce que être entrepreneur, effectivement, il y a cette énorme solitude du dirigeant, de l'entrepreneur, mais pour le coup, on peut choisir de faire autrement. On peut choisir d'être toujours accompagné, qui n'est pas forcément être associé. C'est encore deux choses différentes. Mm. Mais Non, il y là, a des pour le conseils, coup, avocats, ouais. juristes, Bah conseillers. Il y a plein de gens qui auraient pu m'accompagner et c'est moi qui ai pris la mauvaise décision de dire maintenant je vais me débrouiller. Mais non, je vais me débrouiller. J'ai appris. Donc finalement, je ne l'ai pas vendu cher. Cet argent, je l'ai réinvesti dans la deuxième entreprise, informatique, start-up. Ouais. On a réussi à lever un peu d'argent, beaucoup d'argent avec un. C'était quoi le concept, l'idée? Le concept, c'est qu'on a acheté le plus gros serveur du monde, qu'on Ouais. appelle la mainframe, et on mutualise la ressource pour les PME. Encore une fois, déjà, on est vraiment très On orienté était PME. vraiment sur les histoires de PME. Parce qu'on va en reparler pendant l'émission, mais c'est quelque chose qui nous relie beaucoup. C'est cette passion pour la PME. C'est ça, l'entrepreneur. Ouais. Et donc, il y a un marché. C'est encore tout naissant. Voilà, il y a un marché, puisque finalement, l'idée, c'est de proposer à des entreprises un super serveur. Je te donne un exemple. Un site d'e-commerce. Imagine un site d'e-commerce à Noël, où là, sa fréquentation va exploser. Ouais. Black Friday, là, bientôt. Eh bien, il a besoin de décupler ses ressources informatiques pour accueillir le flux. Ouais, ça. Aujourd'hui, à l'époque, il fallait tirer des câbles, louer des mètres carrés de salle blanche, installer des serveurs, acheter des serveurs, les installer, les techniciens, etc. Ça coûtait une fortune. Et ça pour un mois. Puis après un mois, ça ne servait plus à rien. Nous, cette machine, dans son 5 mètres carrés, elle pouvait générer plus de 1000 serveurs en quelques heures. On appuyait, c'était très simple. Ça permettait de dupliquer. C'était le cloud avant l'heure, si tu veux. C'était vraiment le cloud sans savoir, parce qu'à l'époque, on n'appelait pas ça cloud. Ça fait 2 fois que tu es en avance sur ton temps. Hein. Ouais. Le Uber avant l'heure, le cloud avant l'heure, c'est intéressant. C'est ça. Et l'échec de cette solution, parce que quand on allait voir les entreprises, tout le monde disait « c'est génial !» Et ils nous posaient une question. « Ça marche sous Windows ?»
Et là, nous, à l'époque, la machine était 100% Linux. Oui, donc Et Linux, à l'époque, malgré ce que tout nous disaient les grands constructeurs, les cabinets de conseil, nous disaient Linux, ça va exploser. Bon, 20 ans après, ça ça n'a explose pas toujours explosé, mais ça marche bien, Linux, mais Ouais. ça n'a pas explosé. Du coup, notre machine, finalement, on n'a pas rencontré d'autres marchés parce que nos clients n'étaient pas techniquement prêts à gérer et à simuler. Le marché n'était pas mature. Non. Donc du coup, voilà, l'aventure a duré 3 ans. C'était une super aventure humaine parce qu'on est monté à 15 personnes, des techniciens, des commerciaux. Et puis on a comment dirais-je, on s'est dit, on a une super machine, on a une super équipe, qu'est-ce qu'on fait? L'idée initiale ne fonctionne pas, il faut qu'on rebondisse. Donc du coup, avec mon associé, on avait 2 visions différentes. Pas forcément pas bonnes l'une et l'autre, mais 2 visions différentes. On avait un choix. Soit lui, on partait dans une direction, soit moi, on partait dans une autre direction. Et on a fait le choix de partir dans sa direction. Ça n'a pas marché. Et là, après, on était à court, les investisseurs ne suivaient plus, donc là, on n'avait pas le choix que d'arrêter. Et c'était trop tard pour basculer sur... L'idée, autre c'était... solution. La deuxième idée, parce que la première n'a pas trop d'importance, mais la deuxième idée, c'est que c'était de devenir ce qui est devenu OVH. L'idée, c'était ça, c'était de partager. On avait une superbe ressource, donc l'idée, c'est de dire, plutôt que partager des ressources pour des gros serveurs, on va faire de l'hébergement mutualisé, dédié, enfin, on va faire du OVH. Quoi. Puis bon, finalement, c'est pas l'option qu'on a choisie, donc du coup, je suis parti faire autre chose. Vie. Alors, je dis pas que j'aurais réussi à faire mieux aussi bien qu'OVH, sûr. mais en tout cas, voilà, l'idée, c'était de partir dans cette direction. Dans toutes ces expériences entrepreneuriales, donc dans toutes les boîtes que tu as eues, elles ne sont pas toutes aujourd'hui encore vivantes, c'est le cas de le dire. Tu as des regrets, des vrais regrets? Non, j'ai des leçons. Des leçons d'apprentissage, peut-être. Tu le transformes à chaque fois en leçon, toi, dans ta mentalité. J'aime pas perdre, donc déjà de base. Donc... Mauvais perdant? Non, pas mauvais perdant, parce que j'accepte de perdre. Ouais. Mais je veux pas que ça soit une perte sèche. Je veux que cette perte soit constructive, soit inspirante, soit salvateur. C'était quoi la phrase c'était soit je gagne, soit j'apprends. Il n'y a pas d'échec dans la vie. Je crois que c'est... C'était Mandela qui avait de mémoire. C'est ça. Et donc, toi, c'est vraiment quelque chose qui est ancré en toi depuis longtemps. Ouais, parce que je trouve qu'on apprend, il faut apprendre. Moi, j'adore apprendre, j'adore progresser. Aussi, dans l'envie de créer, de transformer une idée en succès, c'est l'idée de création et de fédération avec des hommes et des femmes qui vont concourir à ce projet-là. Donc, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'on est là pour construire. Et donc, si, quand on se trompe, on prend une mauvaise décision ou qu'on perd, si la vie s'arrête, c'est triste. Au contraire. C'est juste il faut transformer ça comme une passerelle, comme une marche, comme un palier qui va te permettre de rebondir. C'est pour ça que dans mon parcours, j'ai des succès d'entreprises qui ont fonctionné, j'ai des succès avec des entreprises qui n'ont pas fonctionné, j'ai des succès avec des entreprises qui ont fonctionné moyennement. Bref, c'est pas grave, j'avance. Ouais, mais cette sagesse-là, elle n'est pas simple. Enfin, je veux dire, peut-être que c'était un peu dans ta nature, mais c'est aussi tout ce parcours, toutes ces éléments-là qui ont amené cette maturité, cette sagesse aujourd'hui. L'idée, c'est que quand cette entreprise s'est arrêtée, je me suis retrouvé à une petite trentaine d'années, et je me dis, bon, voilà, j'ai 2 expériences dans ma vie depuis que j'ai fini mes études. Chef d'entreprise. C'est pas un métier. Donc, je sais rien faire. Finalement, j'ai quasiment 10 ans d'expérience, et j'ai pas de métier, je sais rien faire. Et là, je me suis dit, comment je vais faire pour trouver du travail? J'ai plus d'idées, j'ai plus d'argent, j'ai pas de métier. Qu'est-ce que je vais faire? Panique à bord. Qu'est-ce que je vais faire? Donc là, j'ai repris les études. J'ai regardé ce que je voulais faire, finance, RH, pour faire court, c'est ça qui m'intéressait le plus. Donc je suis reparti dans 1 an en fac, Marne-la-Vallée. J'ai fait 1 an d'études comme ça, avec des étudiants jeunes, des moins jeunes aussi, avec qui j'ai créé des histoires d'amitié très fortes. Ça doit être une sacrée aventure à ce moment-là, parce que s'arrêter de travailler, bon, t'avais plus d'argent, comment tu as financé tout ça? À l'époque, quand on avait levé des fonds, on n'était plus majoritaire, donc on avait le droit à une indemnité chômage. Chômage. Ça peut me permis, c'est ça qui m'a aidé aussi. C'est ça aussi, les gens ne se rendent pas compte du pays dans lequel on est, parce qu'on a en fait énormément de possibilités pour s'engager dans l'entrepreneuriat, parce qu'on a des parachutes, pas directs, mais qui peuvent être assez intéressants quand même. Tout à fait. Tout à fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça m'a permis de reprendre ces études. Et puis ce qui est intéressant, vraiment, je recommande, si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. Parce que quand on reprend ces études après avoir au moins une première expérience professionnelle, le sens de l'enseignement, l'apprentissage n'est pas le même. J'étais un des meilleurs élèves, sauf que j'avais jamais été de ma vie. J'étais un des meilleurs élèves parce que je savais pourquoi j'apprenais. Et je savais ce que j'apprenais. Je savais comment j'allais le transformer en concret après. Donc c'est ça qui était intéressant. D'ailleurs, est-ce que ça pourrait pas être
une transformation de notre système éducatif, envoyer les jeunes travailler pendant un an quelque part. Bon. Bah, je pense que les étudiants, moi j'ai des alternants dans mon entreprise et je pense que... L'alternance, c'est une vraie opportunité. Avant, c'était déconsidéré. Hein. Ouais. T'avais très peu de belles écoles qui avaient de l'alternance, Ouais. alors qu'aujourd'hui, la plupart des écoles de commerce et d'ingénieurs, pour ne citer que ça, font de l'alternance, quoi. Même les facs. Même les facs maintenant. Ouais, donc et donc du coup, voilà, ces différentes expériences, tu fais ces études-là et tu ressors de ces études avec une compétence finance RH. C'est ça, je me sens plus fort, plus en théorie, plus de bagages, oui, d'expérience. Et puis j'ai fait un stage, j'avais un stage à faire. Ouais. Donc j'ai fait un stage dans un cabinet de recrutement d'administrateur d'entreprise, Tiens donc. Ah bah dis donc. tu vois. Et donc le recrutement. Et l'administration d'entreprise, la gouvernance d'entreprise. Voilà, j'ai découvert à ce moment-là les deux métiers, enfin les deux fonctions. Parce qu'il faut qu'on vous dise, on s'est rencontrés à d'autres occasions avec Frédéric, il n'y a pas de mystère. Non. Mais il y a aussi, on a tous les deux fait partie d'une association qui s'appelle le club ADAE, qui est le club des administrateurs indépendants des entreprises, et donc avec une formation qu'on a fait, etc. Et ça nous paraît extrêmement important dans la gouvernance d'une PME. C'est donc ça peut paraître idiot, que les administrateurs sachent vraiment ce qu'est une entreprise. Ça peut paraître évident, et ça ne l'est pas tant que ça. Non. Ça ne l'est pas tant que ça. Donc du coup, tu as cette passion-là, et vu cette expérience de stage de fin d'études, bah, tu te lances là-dedans. C'est ça. Alors je me lance là-dedans, j'intègre, je monte pas un cabinet tout de suite. Hein. Ah, J'intègre un cabinet de recrutement. c'est peut-être le début de la sagesse alors. Voilà, il faut être humble hein, quand on monte une entreprise, il ne faut pas se lancer en pensant qu'on va révolutionner le marché, que tout le monde nous attend sur le marché. Non, c'est pas vrai. Donc j'ai travaillé en cabinet, j'ai appris plein de choses, je me suis éprouvé, j'ai découvert ce métier, voilà. Donc, et puis à un moment donné, je me dis, l'entrepreneuriat, ça me manquait, ça faisait 3 ans, ça me manquait, vraiment. J'ai proposé à mes dirigeants de l'époque de m'associer. Associé, ouais. Bah oui, je dis, voilà, j'ai de l'énergie, j'ai envie, je sais faire. Et ils ont préféré rester tous les deux. Maintenant, ils sont plus ensemble. Et bien, j'ai dit, tant pis, hein, c'est pas grave. Hein. Et je leur ai dit, je vais monter mon cabinet. Puis voilà, je suis parti, j'ai monté mon cabinet. Et je n'aurais pas piqué de clients. Toujours là, côté carré, confiant, honnête. Ouais. Je suis parti from scratch. Loyal, on pourrait dire même, non? Tout à fait, ça fait partie de mes valeurs. Ça, c'est important, la loyauté. C'est quoi du coup, ça fait deux valeurs qui émergent là. Les 3 valeurs de Frédéric Cousin, c'est quoi? C'est donc la loyauté, Le respect le respect. qui est lié. Et Tu parlais de la confiance tout à l'heure. Est-ce que c'est au rang de valeur ou est-ce qu'il y a autre chose qui est plus fort que ça encore pour toi? la confiance, il y a une notion de respect et de loyauté dedans. Ok, donc c'est déjà inclus dedans. Mais et puis l'engagement, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si j'y vais, j'y vais. Oui, vous avez peut-être remarqué que c'est un mec passionné. Donc, c'est ça, cette détermination, cet engagement. Soit j'y vais. Soit j'y vais pas. T'es pas tiède, si je puis me permettre. C'est joliment dit. Je le retiens. Effectivement. C'est chaud ou froid. Et en même temps, alors ça peut paraître un Nuancé quand peu... même. Oui, ça peut paraître un peu brutal dit comme ça, mais ça veut dire qu'on sait rapidement, en te côtoyant, si on peut travailler ou pas, si on y va ou pas. Enfin, il n'y a pas de... Non. Ça louvoie pas. Non. Non, ça sert à rien, on perd tous du temps. On a le droit de dire, la bienveillance, c'est quelque chose aujourd'hui qui est important, qui est un peu galvaudé, mais en tout cas, moi, ce que je retiens dans la bienveillance, c'est que j'ai rejoint un client qui me dit, moi, je le dis aux candidats ce que je pense, parce que je suis bienveillant, et donc, du coup, je suis pas là pour leur dire qu'ils sont pas bons, je suis là pour leur dire ce que je pense, avec toute l'humilité qui va bien pour dire, je peux me tromper. Mais, et j'ai retenu ça parce que je me suis dit, effectivement, quand on est sincère avec les gens et qu'on veut leur bien, on peut leur dire, après il faut mettre la forme, mais on peut leur dire que non, ce poste n'est pas fait pour vous, non, ce projet, j'y crois pas, non. Oui, t'es pas un vendeur Non. Dans l'absolu. C'est-à-dire que si tu essayes de vendre au candidat absolument un poste et comment dire, à l'entrepreneur ou à la PME avec laquelle tu travailles, lui vendre absolument un candidat, au bout d'un moment, ça te repète à la figure. Ouais, non, je ne fonctionne pas comme ça parce que je suis sincère. C'est-à-dire que quand je dis à un client, j'ai confiance en lui, je pense que c'est lui, c'est que je le pense vraiment. C'est-à-dire que moi, si j'étais à la place, si j'étais en mesure de l'embaucher, je l'embaucherais. Vraiment. Et à contrario, ça m'est déjà arrivé de dire à des clients, finalement, n'embauchez pas cette personne parce que, pour X raison,
Et souvent, ils m'écoutent. Parfois, ils m'écoutent pas. Et parfois, ceux qui m'écoutent pas me rappellent un mois après en me disant, bon, faut trouver quelqu'un d'autre. Mais au moins, je préfère travailler plus, mais rester toujours dans la qualité de travail. Et puis on se trompe aussi, c'est l'humain. C'est l'humain. Si tu le dis ça à tes clients, je peux me tromper. C'est pas vendeur du tout, ça. Non, c'est pas vendeur. Mais moi, je préfère travailler avec les clients qui l'entendent. Qui entendent que le recrutement, c'est de l'humain. On fabrique pas un produit, on fabrique pas quelque chose de... Ouais, mettez-moi 3 ordinateurs et puis 2 personnes en plus. Vous savez, ce fameux terme de ressources humaines, il est... Peut-être qu'en vrai, c'est un problème, ce terme-là. Si on perçoit l'humain comme une ressource, eh bien, on a une tendance rationnelle à le positionner comme un objet, comme une machine. Un produit, quoi. ouais, tout à fait. Non, c'est vrai que moi, je dirais plus, l'humain, c'est plus un fondamental. Il y avait une expression sur les RH, donc au lieu de ressources humaines, il y avait une proposition qui était de modifier et de parler de richesses humaines. Responsable des richesses humaines. Jean Baudin disait, il n'est de richesse que d'homme. Donc c'est exactement ça. Alors du coup, cette boîte-là, c'est la même boîte qu'aujourd'hui? Non. Ah Non. C'est pas drôle. Non. Je m'étais dit, on va faire une petite transition. Et non, il y a eu une étape intermédiaire. Effectivement, j'ai créé ce cabinet de recrutement et puis qui développait sagement, tranquillement, sereinement. Et puis un jour, on est venu me voir, on m'a dit, tiens, il y a un cabinet plus important, plus installé, qui rechercherait, pourquoi pas, à s'agrandir, à structurer. C'est un cabinet lyonnais, à s'installer, de croître son agence parisienne, et pourquoi pas racheter un cabinet et puis intégrer. Tu avais combien de personnes à ce moment-là, toi? Là, j'avais 3 personnes. C'était vraiment. Petit cabinet. Ça faisait 2 ans, ouais, 2 ans déjà. qu'on avait. Ouais, ça démarrait. Puis c'était juste après la crise de 2008, donc c'était pas non plus la période la plus euphorique c'était pas la meilleure période pour créer son cabinet. Et puis finalement, donc, pour faire court, il me rachète, on se met d'accord, et en me rachetant. Il te prend avec. Voilà, l'idée c'était. Enfin, il m'achète plus qu'il me rachète. Il achète mes clients, j'arrive avec mes clients, et l'idée c'est de développer l'agence parisienne. C'est ce qu'on fait. Et puis, comme ils s'orientaient vraiment vers les grands comptes, et c'est très bien d'ailleurs, moi j'avais toujours cette passion pour la PME, la PME. Et je leur ai dit, mais si on créait un pôle PME? C'est-à-dire que vous avez vos grands comptes, et puis est-ce qu'on ne pourrait pas créer un pôle PME pour que les PME se reconnaissent en disant, bah voilà, ils ont les grands comptes, ils travaillent avec les grandes entreprises, mais il y a des PME qui... Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Donc du coup, j'ai créé cette équipe PME où on est monté à 6-7 personnes. Donc tu étais salarié à ce moment-là? Là, j'étais salarié. Alors, ça a duré 3 ans. On avait fait un deal de 3 ans minimum. Donc on avait fait ces 3 ans. Au bout de 3 ans, je leur ai dit, bon. What else? Voilà, on a Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai proposé des choses. On n'est pas tombé d'accord. Ça arrive. Hein, on a chacun sa vision des choses. Et c'était l'occasion pour moi de partir, du coup. Donc je suis parti. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que j'ai pas remonté un cabinet tout de suite. Je suis passé par l'informatique, donc j'ai monté une autre entreprise en informatique. Quand je vous disais serial entrepreneur, c'est pas faux. Hein. Puis entre-temps, j'ai monté d'autres boîtes avant pendant le premier cabinet, mais c'est pas voilà. Ça compte pas. C'est pas que ça compte pas, mais c'était pas dans le recrutement. C'était un cabinet de paye. Je m'étais associé à l'époque avec mon expert comptable pour créer ce cabinet de paye qui existe toujours et dont je suis client toujours. Et t'es plus associé, par contre. Mais je suis plus associé. Et donc j'ai fait ça en parallèle du cabinet de recrutement. Du premier, et puis donc voilà, je me retrouve à travailler avec un autre ami, informaticien aussi. On lance une petite start-up dans l'informatique pour protéger les emails. Ça marche, mais ça manque un peu de voilà. Le marché n'était pas très très réceptif, pourtant c'était pas très cher. Enfin bref, le marché pas très réceptif. On a un commercial qui appelle toute la journée des prospects qui trouvent l'utilité du service, mais qui n'ont pas envie de payer. Bon, ça arrive. Du coup, et puis entre-temps, j'avais des clients, d'anciens clients qui m'appelaient, des gens, des amis. Ah, t'as fait du recrutement, mais tu peux pas m'aider parce que j'ai... Et petit à petit, tu vois. Pour le coup, on pourrait dire que celle-là d'entreprise, elle a été malgré toi. Ah, c'est ça. On est venu me voir, ça, c'est quand même pas banal. 3. Créer une entreprise malgré soi. c'est original. C'est ça. Et puis, enfin, malgré moi dans un premier temps, oui. Puisqu'après, je me suis dit, le naturel revient au galop. C'était quand même, j'aime bien recruter quand même. Ouais, finalement, j'aime bien le recrutement. Et donc, je me suis dit, écoute, voilà, en parallèle de cette boîte informatique, j'ai des demandes, c'est compliqué à gérer sans structure, donc je crée une structure.
Réféa. Et c'est donc celle qui est encore aujourd'hui. Et c'est Exactement. donc 2016, 2016. ce moment-là. Alors Réféa, depuis 2016, donc ça fait 8 ans. C'est ça. Un long fleuve tranquille, nickel, une croissance continue. C'est ça, non? Au début. Au début, ah merde. Donc il y a un truc qui a merdé. C'est ça. En 2020, par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Un petit Combien, virus. combien de personnes à cette époque-là? On est monté à 8. 8. Donc ça veut Plus dire toi qu'en 9. en 3-4 ans, on passe de 1 à 8. Ouais. Ça va, tout va bien. Tout va bien. Franchement, tout se passe bien. On croit, on recrute. De la Confort. trésor, Tout va ça bien. tourne. Tout va bien. Franchement, encore une fois, on n'est pas arrivé à l'objectif, mais on est dans une logique de croissance régulière, avec une équipe conforme qui monte en compétence à son. Enfin, je veux dire, rien ne se fait en un jour, mais voilà, Rome se construit tranquillement, sereinement, Ouais. et il y a une bonne ambiance, et on est tous contents de participer à cette aventure-là. Et mois de mars, Et 2020. le 18, je crois, au 16 ou 18 mars, 16 ou 16, ouais. on passe de, je sais pas, 40, 50 missions à quelques missions. Ouais, Et tout s'arrête. ça plonge. Et bon, bah, plus de recrutement, plus on peut plus se voir, on peut plus échanger. Il y a visio, ok, mais bon, recruter en visio, c'est. J'ai un client qui l'a fait et ça s'est pas bien passé, donc la visio, non. Pour recruter, on peut pas recruter 100% en visio. Il faut à un moment donné un contact physique, ça c'est un conseil de base. Conseil du vieux loup. C'est ça. On a essayé d'être innovant, tiens, bah, c'est 100%. Il y a aujourd'hui des cabinets qui ne font que cela. Ouais. Euh, Les cabinets, c'est pas très grave, mais ce qu'il faut, c'est que le client rencontre physiquement C'est le ça. candidat. Ça, c'est super important. Parce qu'on ne voit pas tout. Alors, on voit beaucoup de choses en visio, puis avec l'expérience, on arrive à voir ce Bien qu'il faut sûr. voir. Mais physiquement, on voit tout. Et alors donc du Presque. coup, qu'est-ce qui fait que tu déposes pas le bilan? Parce que si on en parle aujourd'hui, c'est que Réféa existe toujours. C'est ça. Comment tu fais pour tenir? Parce que là, on passe d'un certain chiffre d'affaires par mois à zéro, quoi, C'est ça. presque. Enfin, Non, pas presque, à zéro. à zéro, ouais. Bah, Et t'as pas une trésor d'une multinationale, quoi. Donc, non, j'ai fait un PGE pour m'en sortir, que je ouais. rembourse toujours en ce moment. prêt garanti par l'État, pour ceux qui connaissent pas. Non, je me suis dit, il y a deux Qu'on options. rembourse tous encore aujourd'hui. C'est ça. Faut quand même le C'est dire, ça. hein, parce qu'on n'est pas sorti. Hein. Et ça plombe la trésor, mais bon, ça fait partie du jeu. J'avais le choix entre j'arrête tout, et puis on attend que les jours soient meilleurs. Et puis, je suis pas du genre, alors peut-être à tort parfois, hein, de pas lâcher. Une idée, on va faire front. Ouais, la fameuse détermination dont on parlait tout à l'heure. Bah ouais, moi je suis un challenger. J'ai besoin de me fixer. Enfin, je marche à l'objectif, je marche au challenge. Et je me suis dit, bon, j'ai une équipe, je peux pas les abandonner. C'est trop facile de dire, j'arrête tout, allez hop, je plie les Gaules, ciao, bonne chance, ciao tout le monde. Je suis pas comme ça. Moi, même quand on est difficile, on a une équipe qui est soudée, bah, je lâche pas. Je fais pas ce job que pour moi. Si j'étais entrepreneur, si je faisais ça que pour moi, je serais tout seul, je gagnerais plus d'argent, je me mettrais moins. Oui, tu te ferais de l'argent, voilà, point. Je me ferais de l'argent, j'aurais des clients, Tu des te ferais candidats. pas chier, voilà. voilà. Mais c'est pas ça ma conception de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est une équipe collective, c'est un projet collectif. C'est comme le champagne, comme le bon vin, un succès dans ton projet d'entreprise. C'est meilleur Ça quand se c'est travaille, partagé. ouais. Et puis ça se travaille sur ça le se temps. Et voilà. Et quand à la fin, à la fin du mois, on a atteint l'objectif et on le fête, bah, c'est un moment où on a tous des papillons dans le ventre et c'est génial. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est beau. Et c'est pour ça que à ce moment-là, bah, j'ai pas lâché. J'aurais pu choisir la facilité, j'arrête tout, je prends pas de prêt, comme ça je m'endette pas. Mais non, je me suis endetté, j'ai perdu en rémunération parce que à part l'aide de l'État qui était bienvenue, encore une fois, ça c'était une bonne chose, mais malheureusement, c'est pas suffisant. Et l'État aussi le paye aujourd'hui, ça. Hein, quoi Tout qu'il à en fait. coûte, tout le monde le remet en cause aujourd'hui, mais ça Non, a sorti les entreprises, et certaines. Évidemment qu'il y a eu des abus, mais ça a sorti certaines Non, ça a entreprises aidé beaucoup d'une plus d'entreprises. grosse situation difficile. Tout quoi. à fait. Et ça a permis, en plus, c'est ça qui est intéressant, aux entreprises qui étaient pas trop en difficulté, d'avoir de la trésorerie De la supplémentaire trésorerie, ouais. pour Pas trop cher. investir. Ouais, c'est ça. et recruter. Et du coup, c'était Ça a fait fonctionner Ça- l'économie complète. ça a permis de redémarrer Ouais, l'économie. le recrutement, l'économie, et donc les recrutements, même si la donne, donc autre donne qui a changé après ces petits passages en quarantaine, Confinement. c'était il y a beaucoup moins de candidats. Ah. C'est-à-dire que avant il y avait un niveau de candidat, après il y avait un niveau de candidat inférieur et une demande
supérieure des entreprises qui est recherchée. Du coup, Donc l'offre... ça tend le marché d'un Donc seul ça a coup. tendu le marché, qui est toujours tendu, moins tendu, de moins en moins tendu, mais qui est toujours tendu 4 ans après. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le métier. C'est-à-dire que le recrutement avant le Covid et après le Covid, Ça n'a plus rien à voir. alors c'est pas une révolution, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les outils ont changé. Du coup, comme on avait du mal à recruter, il y a beaucoup d'outils qui ont été développés. L'état d'esprit des personnes, Ouais. les mentalités des gens, des sociétés a changé, a évolué. Et on le ressent dans l'échange et dans les Le attentes. télétravail, etc. Dans les ouais. attentes des candidats aujourd'hui, c'est pas les mêmes qu'il y avait avant 2000. Enfin, euh, bref, il y a plein de choses, il y a plein de facteurs qui ont changé, qui font que il faut alors se réinventer, c'est un peu fort, mais se réadapter en permanence. Un chef d'entreprise doit s'adapter en permanence à l'évolution des gens, du marché, mais là, c'était encore plus fort. Donc voilà, c'est un autre challenge. C'est quoi pour toi, tu parles du chef d'entreprise depuis tout à l'heure, mais si on devait résumer, encore une fois, c'est pas des phrases à l'emporte-pièce qui m'intéressent, mais d'après toi, les caractéristiques pour être un bon entrepreneur? Pas forcément un primo-entrepreneur, hein, mais Mm. c'est quelqu'un qui veut vraiment se lancer ou qui l'est déjà et qui peut avoir une réflexion. Toi, avec ton recul, parce que tu as été serial entrepreneur, on le disait tout à l'heure, mais aussi avec cette posture du recrutement, tu vois, et notre passion commune sur la gouvernance de l'entreprise, tu vois vraiment l'envers du décor. Hier soir, j'étais à une soirée réseau. Et je rencontre un type très sympathique et intéressant qui me dit « J'ai une idée depuis 3 ans, mais j'ose pas y aller. » Et je dis, on était plusieurs, je dis parce qu'il vous faut un associé. Donc, quand je dis ça, ça veut dire que euh, pour réussir, pour se lancer et réussir dans l'entrepreneuriat, il faut oser. Il faut se faire confiance. Ouais. Il faut se faire confiance. Et il faut accepter de serrer la ceinture. C'est-à-dire qu'on change de rythme de vie. On travaille plus, on gagne moins. Il faut accepter le stress, de gérer le stress, son stress, parce que ce qu'on avait prévu, ça ne se passe jamais comme on a prévu. Alors en positif comme en négatif, mais ça ne se passe jamais comme on a prévu. Quand les banques me demandent un business plan, je le fais. Je sais que ça ne sera pas respecté, Oui. quoi qu'il arrive, en mieux ou en moins bien, peu importe, mais c'est juste pour donner une tendance, pour donner un guide. Donc il faut se dire ça, c'est parce qu'on ne fait pas le business plan que c'est pas grave. Enfin, que c'est grave, c'est pas grave. Donc il a beaucoup de résilience. Et l'agilité, parce que ce qui est vrai, on dit tiens, maintenant on va faire stratégie, c'est ça. Puis 2 jours après, c'est non, finalement, j'ai réfléchi, c'est ça. Et puis il faut l'accepter. Il faut l'accepter et quand on a des collaborateurs, il faut leur expliquer parce qu'à un moment donné, ils sont paumés. Donc ça, c'est autre chose. Mais déjà, audace, résilience, effort. Et Effort. agilité. Agilité, effort. Effort parce qu'on gagne moins, on travaille plus. Donc il faut être prêt en termes de noyau familial. De dire on va se voir moins souvent et puis on partira moins loin ou on partira pas en vacances cette année, on partira au restaurant dans la famille cette année, on partira pas, on prendra pas l'avion. Donc ça, voilà, c'est une prise de risque sur son confort. C'est ça, à mon avis, les 4 points importants pour réussir dans l'entrepreneuriat. C'est extrêmement inspirant. Alors, ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que le recrutement, on a compris que c'était pas seulement une opportunité que tu as saisie, qui passait par là, etc. C'est devenu une passion pour toi. Je crois même que tu as pendant un certain temps enseigné, parce que tu as ce goût de transmettre, etc. Et puis tu t'es commis dans un livre, alors qu'on va montrer. Voilà, c'est pour toutes les PME qui, Mo, tu peux faire un plan là-dessus. Regarde, c'est super. Réussir son recrutement, c'est important parce qu'on ne sait pas toujours, on n'a pas toujours la possibilité d'avoir un cabinet de recrutement, d'avoir un consultant à sa disposition ou même un service RH. Et tu t'es dit, pendant cet enseignement que tu as eu, et si j'en faisais un bouquin de ce truc-là? C'est important, non? C'est exactement ça. Finalement, j'avais envie de transmettre, j'ai envie de partager. C'est pour ça que j'aime avoir une équipe et manager. Et j'ai rencontré quand j'ai appris mes études, j'avais à côté de moi un élève de 60 ans qui faisait ça pour le plaisir et qui donnait des cours à l'UT de Marne-la-Vallée, qui m'a dit tiens, on cherche un prof en recrutement, est-ce que ça t'intéresserait d'animer ce module? Et je dis Challenger, je dis oui, bien sûr, transmettre, partager, avoir un retour des étudiants pour réfléchir à comment mieux faire son travail. Je trouve que c'est un échange hyper intéressant. Donc c'est ce que j'ai fait.
Malgré que à l'époque, j'avais pas beaucoup de temps. Je me levais 5 heures du matin pour faire le cours qui avait lieu à 9 heures. Mais en tout cas, à 9 heures, le cours était prêt et on passait un bon moment ensemble. Et après, j'ai continué dans une école de commerce, le groupe Emma. Euh, et je me suis dit, mais comme j'ai envie de transmettre, et comment je pourrais faire pour transmettre et mieux former mes collaborateurs et puis mes clients, et puis ceux qui veulent être formés sur ce métier, avec qui j'aime bien partager ma passion, cette passion-là. Et donc je me dis, bah, je vais extrapoler mes cours en livre, en l'enrichissant, en donnant des anecdotes, enfin en tout cas en faisant un outil plutôt didactique. Et quand je l'offre, et je dis toujours, ne le prenez pas comme un roman, prenez-le comme un outil où à un moment donné dans le processus de recrutement, tiens là, j'ai besoin d'éclairage, et là vous allez piocher ce que vous voulez savoir pour vous aider à mieux. Le roman, c'est pas pour tout de suite. Non. Mais c'est pas complètement C'est pour la retraite. exclu. C'est pour la retraite. Je sais pas si un jour tu auras une retraite. Ouais, c'est ça. Pas sûr. Hein. Donc en tous les cas, si vous avez envie évidemment d'acheter son livre, on le retrouve dans toutes les Fnac, Amazon, ou même sur ton site. Je pense qu'on doit. Non. Il y a un lien. Il y a un lien. Donc voilà. Et donc cette histoire de Refea, donc ce cabinet de recrutement. Aujourd'hui, vous êtes combien donc On est revenu à 8. 8, 9, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que 2020, Ah oui 2024... Oh, les montagnes russes. Hein. Voilà, on est remonté. On est remonté. Et donc aujourd'hui, tu es sur un bon trend. Aujourd'hui, le recrutement est compliqué. Hein. Je ne vais pas vous dire ouais oui, c'est génial. Non, c'est pas génial, c'est très compliqué. Les gens, quoi c'est-à-dire qu'ils ne font pas de recrutement ou ils sont plus difficiles sur le recrutement le volume de recrutement a baissé. Aujourd'hui, si tu veux, moi j'ai un baromètre hyper important pour moi pour anticiper. Le niveau de business, c'est le baromètre de l'état d'esprit des chefs d'entreprise de PME. Et quand il est bon, ils recrutent. Quand il est moins bon, c'est-à-dire quand ils ont moins confiance en l'avenir, bah, ils n'investissent pas. Et quand on n'investit pas, on ne recrute pas. Alors, on ne recrute pas pour créer des nouveaux postes. Et ils ne recrutent pas pour remplacer les départs qui ne sont pas irremplaçables. Donc, ça veut dire que de ce que tu ressens, on est dans une période un peu difficile. On est dans une période, depuis cet été, depuis l'incertitude politique, depuis la dissolution, j'ai senti un ralentissement, parfois affiché par certains clients qui me disent « Ah non, j'arrête tout, on verra ça plus tard ». Et d'autres qui ne le disent pas, mais on sent dans leurs actions qu'ils nous sollicitent moins. Quand on les appelle, il n'y a pas de projet. Donc on sent que c'est plus prudent. Et normalement, la fin de l'année est un moment propice pour préparer la rentrée de janvier. Et là, c'est moins dynamique que les années précédentes. Donc, ça veut dire qu'il y aura, pour l'instant, dans les budgets, il y a peut-être des budgets qui sont prévus, mais en tout cas, ils ne sont pas actionnés pour de nouveaux profils. T'es inquiet pour l'avenir ? Je suis moins rassuré que l'année dernière, à la même période. Ok. Donc, tu vas être sur le qui-vive pour... On va, encore une fois, on est dans une période de challenge où on doit s'adapter au marché. Donc, on développe des nouveaux services. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a la prestation de recrutement global que tout le monde connaît. Et nous, d'ailleurs, on crée des tiroirs. C'est-à-dire qu'on s'adapte au budget, on dit aux PME, bah voilà. Comme nous, en plus, on a des PME qui n'ont pas les mêmes budgets que les grands comptes, donc on fait attention, on a des prix plus PME. Et derrière, on est capable de dire, bah, il faut quand même vous être accompagné, parce que si vous vous trompez tout seul, ça va vous coûter encore plus cher que passer par un cabinet. Mais du coup, on a des formules qui vous permettent de mieux contenir votre budget, et donc de faire appel à un expert en recrutement sans être obligé de payer l'intégralité des honoraires. Parce qu'on va intervenir que sur un pan de... L'évaluation des candidats, par exemple, ou le suivi, peut-être... La gestion des annonces, par exemple. Okay. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que récemment, depuis quelques mois, on réalise de plus en plus de recrutements grâce aux annonces. Alors qu'avant, ça ne représentait pas grand-chose. On les mettait, les annonces, par principe, mais on allait chercher les candidats. On va toujours chercher les candidats, ça ne change chasse, pas. Ce qu'on appelle la chasse, donc on va toujours les chasser. Mais, paradoxalement, et je suis le premier surpris, de plus en plus de personnes postulent. Et on réussit les recrutements grâce aux annonces. Et ça, c'est nouveau. D'accord. Du coup, il faut soigner ces annonces. Et soigner ces annonces, ce n'est pas uniquement rédiger un beau texte. Il faut trier, après, il faut la gérer, cette annonce. Il faut la valoriser, il faut la diffuser bien, à bon escient, bon intelligemment, bien gérer les budgets de... Bref, c'est un métier. Donc, si une entreprise, aujourd'hui, je donne un exemple, a publié une annonce sur n'importe quel site, peu importe, elle se dit, c'est bon, j'ai 30 jours. Sauf qu'au bout de 2 jours, l'annonce, elle est invisible, elle est noyée dans la masse et elle rapporte plus un seul candidat. Donc, si vous faites rien pendant 30 jours, finalement, votre annonce, elle a été intéressante et vue 2 jours.
Donc voilà, je ne vais pas tout dévoiler, mais il y a plein de choses à faire qui permettent justement de faire en sorte que l'annonce soit... C'est une autre gymnastique, quoi. Et c'est du temps. Et des techniques. Et ça, on accompagne les clients qui nous disent, je leur dis, bah, si vous la recrutez tout seul, très bien. Mais au moins, faites une bonne annonce. Parce que quand je revois les annonces, la plupart des annonces rédigées, je me dis, bah, c'est normal que vous ne trouviez pas. Ou alors vous avez de la chance, c'est tant mieux, il faut profiter. Nous, on a un taux de retour d'annonce, on a 2,3 fois plus de candidats qui répondent à nos annonces que la moyenne nationale sur Indeed, pour ne pas le citer. Donc ça, c'est important aussi de voir. Et pourquoi? Bah, parce qu'on gère, on sait rédiger et on sait gérer nos annonces, on sait les valoriser. Donc tu restes pas les deux pieds dans le même sabot, j'aimais bien cette expression de mes grands-parents. Et puis tu as ton cœur de métier et tu vas régulièrement aller explorer d'autres services, d'autres activités, ce qui donne aussi de l'intérêt à ton métier. Tout à fait. Pareil, différemment, on nous disait tout à l'heure, la gouvernance est importante dans l'entreprise. Donc ça veut dire que chaque entreprise, à un moment donné, dans les périodes un peu compliquées comme dans laquelle on est, il est tout seul. Tu as parlé de la solitude du chef d'entreprise. Et oui. La seule façon de sortir de la solitude et d'avoir confiance dans les personnes qui vous donnent des conseils, c'est des personnes qui ne sont pas des conseils. Donc, je vais m'expliquer. Qui ne sont pas des conseils professionnels. D'accord. Mais qui sont là pour vous donner du conseil. Le board, on parlait du board. Le board, c'est la fonction d'un conseil d'administration, d'un comité stratégique, ce qu'on appelle un board. C'est-à-dire que l'idée, c'est de prendre des personnes qui ont un vrai savoir-faire, une vraie vision, une vraie intelligence de situation, les réunir autour d'une table 2, 3, 4 fois par an et les faire réfléchir sur la stratégie d'entreprise. De l'entreprise spécifique en question. C'est ça. Moi, j'ai un board, j'ai 4 personnes, chacun son... Et qui ne sont pas nécessairement tes associés. Ils ne sont pas associés, ils ne sont pas salariés. Donc c'est les fameux, ce dont on parlait tout à l'heure, les fameux administrateurs indépendants. Tout à fait. Et l'idée, c'est de sensibiliser depuis toujours avec la DAE, mais aussi de mon côté avec mes clients, pour dire, profitez de votre board pour le valoriser, pour en faire un outil intelligent qui soit utile pour vous aider à prendre les meilleures décisions. Et le dernier board que j'ai fait, je l'ai fait au mois de juillet. Eh bien, justement, ce que je retiens de ce board-là, au-delà de la richesse des échanges et de la sympathie des échanges, c'est qu'il y a eu, sur un point précis, il y a un des membres qui a dit, un de mes administrateurs qui a dit, tiens, ça, il faut faire comme ça, comme ça. Et c'était limpide, alors que j'allais partir dans une autre direction que je trouvais bonne. Ouais. Et là, j'ai vu, mais carrément. C'était comme si ça clignotait évident. Et du coup, c'est ce que je suis en train de mettre en place. Donc, c'est ça qui est intéressant. Une autre, elle m'a donné de dire, tiens, en ce moment, dans le recrutement, c'est compliqué. Quels sont les métiers qui vont profiter de la situation difficile économique? Et on a réfléchi, et hop, on a fait une offre pour eux. Mais tu vois bien quand même qu'un patron de PME qui a réussi tout seul, qui n'a pas d'associé, etc., faire rentrer quelqu'un au board, c'est compliqué. Hein. Il y a des histoires, on va pas se mentir, d'ego. Il y a des histoires aussi d'avoir peur de perdre le pouvoir sur sa propre entreprise. Parce qu'effectivement, un board, si c'est pas bien géré, ça peut te renverser toi-même. Ça peut te compliquer les choses. Ouais, vraiment te compliquer les choses. Donc il y a beaucoup je sens parfois de la réticence pour les PME qui comprennent pas encore. Évidemment, les gros groupes, c'est différent parce que ils sont habitués à avoir des boards et à les gérer et à ces pouvoirs qui sont dispersés, on va dire, dans différents organismes de gouvernance. Mais les petites PME qui n'ont d'ailleurs la plupart du temps qu'un CA virtuel d'enregistrement, c'est ça qu'on appelle, et donc ils n'ont pas cette habitude de phosphorer, de discuter et de recevoir des conseils, voire même parfois des recommandations ou même des points de vigilance très forts, parce que c'est le rôle d'un administrateur. De la part de quelqu'un d'autre. Enfin, à part de son banquier, il l'accepte peu. C'est dommage. C'est vrai. Mais c'est vrai. Alors du coup, c'est pour ça qu'il faut bien les choisir. Donc là, le recruteur arrive. Mais c'est vrai. Ah oui. Parce que si tu choisis effectivement des personnes qui n'ont pas le mindset, qui n'ont pas l'expérience et qui n'ont pas cette valeur ajoutée, parce qu'à un moment donné, parce que l'administrateur, moi aujourd'hui j'en ai 4, mais dans 2 ans, ce ne sera pas les mêmes. Pas forcément les mêmes. Pas forcément. Parce que l'entreprise aura changé. Et tu veux dire qu'on peut recruter un administrateur indépendant comme on recruterait un collaborateur, un RH, un technicien, machin, etc. Ah ouais. C'est ça, exactement. Ça, c'est pas fréquemment communiqué. Non, c'est pas. C'est un peu sous le manteau, j'ai l'impression. Parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt les grandes entreprises qui font appel à des cabinets de chasse pour enrichir leur conseil d'administration. Alors que la PME, on se dit, c'est pour les grandes structures. Non, c'est pour les. Moi, je le vis depuis longtemps. Ça coûte pas si cher que ça. Parce que les gens ne demandent pas des rémunérations folles pour être membre d'un conseil d'administration. Déjà, ils ne demandent rien. Déjà, souvent. Donc après, c'est souvent... Moi, le deal que j'ai avec mes administrateurs, c'est leur dire, on commence pour le plaisir,
et pour l'utilité de la vie d'entreprise, que je vous offre la possibilité de participer à la croissance de l'entreprise. C'est-à-dire que si l'entreprise grandit, c'est grâce à vous aussi. Et puis, quand l'entreprise sera à un certain niveau, Prospère, ouais. eh bien là, c'est normal que vous soyez récompensé de vos idées, de votre implication, de votre engagement et de vos sourires, parce qu'ils viennent aussi avec des sourires. Ouais, c'est une nouvelle façon de voir les choses. Bien, je pense que tout le monde a compris cette passion. Donc, si vraiment vous avez un recrutement à faire et que vous êtes une PME, parce que c'est ton cœur de métier, C'est ça. c'est ta cible, c'est ton ADN, et que vous êtes une PME, vraiment, ça vaut le coup de faire appel à Frédéric. Je le connais aussi dans ce cadre-là et je peux vous confirmer qu'il lâche rien. Ça, c'est vrai. Comment on gère avec toutes ces entreprises, toutes ces aventures entrepreneuriales que tu as pu avoir, là, tu nous as décrit, comment on gère sa vie personnelle? Est-ce que c'est facile d'être à la fois entrepreneur et un homme? C'est une histoire d'équilibre, hein. Ouais. C'est une histoire de personne. Il faut tomber avec la personne qui accepte Ouais. cet investissement temporel dans le travail. Je travaille beaucoup, je ne vais pas donner de chiffres, mais je travaille énormément et je prends du plaisir à le faire. Ce n'est pas une contrainte, c'est vraiment un plaisir. Mais il faut accepter que l'autre personne avec qui on partage notre vie accepte de vous voir Sur des temps limités. moins que le temps passé à l'entreprise. Donc c'est ça. C'était un long fleuve tranquille, ta vie personnelle? Non, parce que quand on arrive... alors ma vie personnelle, non, parce que voilà, je suis divorcé, Des enfants? des enfants, de magnifiques filles qui sont 17 et 21 ans, qui avancent bien aussi. Mais et là, je suis en couple, tout se passe bien, tout va bien. Et j'ai la chance d'avoir une personne aujourd'hui qui accepte et qui m'aide même quand j'ai des questions, des sujets, et qui m'aide et qui est volontaire pour m'accompagner à Mais c'est réfléchir pas sur un le peu sujet. le secret, justement, quand on est entrepreneur ou dirigeant, d'avoir qu'on soit une femme ou un homme, puisqu'on reçoit ici autant des femmes que des hommes, enfin j'essaye, hein, évidemment, sans faire de parité absolue, mais d'avoir un compagnon ou une compagne qui soit aussi un complice, Un complice, même dans la vie professionnelle, ouais. sans y être forcément impliqué directement, mais qui soit en soutien permanent. C'est pas forcément un soutien, mais en tout cas une écoute attentive et compréhensive. Mais un soutien, effectivement. C'est ça. Quelqu'un qui vous reproche pas, t'as vu à l'heure que t'arrives, Ouais. on est samedi, t'es devant l'ordinateur, voilà. Donc il faut... voilà. Après, il n'y a pas de recette miracle, hein. C'est un échange, c'est une discussion, ça va pas durer tout le temps comme ça, ou... Voilà, il y a des périodes où on travaille plus que d'autres. Mais justement, du coup, avec cette implication dans le temps, est-ce que tu as pu consacrer le temps que tu souhaitais à tes enfants parce qu'on nous en parle régulièrement ici. C'est pas toujours simple de cumuler ça. Non, enfin, en tout cas pour moi, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple, non, évidemment. Ouais. Ça reste un petit... Ça reste un petit regret. Ouais. Oui, je parlais de regret tout à l'heure. Autant j'en ai pas trop sur la partie professionnelle, autant sur la partie personnelle. Effectivement, aujourd'hui, quand je vois mes filles qui ont 17 et 21 ans, je me dis, ouais, déjà, c'est passé comme ça une balle passe atomique. très vite. Et déjà, j'ai l'impression d'avoir raté certains moments, tu vois. Mais elles te comprennent? Elles comprennent ton engagement professionnel? Elles comprennent l'importance que ça... Si elles regardent l'émission, par exemple, est-ce qu'elles vont découvrir des choses de toi? Non, parce que je suis transparent, parce qu'elles m'ont toujours vu comme ça. Enfin, je veux dire, ça fait partie de moi. J'ai rien caché. Je suis là, je suis moi-même avec elles, heureusement. Je leur parle de travail, je leur parle de plaisir. Enfin, je leur dis, travaillez pas autant. Enfin, voilà, je les accompagne, je les conseille. Et elles le voient bien, ouais. D'ailleurs, parfois, ce qui est marrant, c'est qu'elles me disent, bah non, je peux pas t'appeler, là, je travaille. Comme quoi, Retour à elle l'envoyeur. l'accepte. Hein. Direct. Ok. Et donc, la passion dans le travail, tu en as aussi dans ta vie personnelle? Comment ça se passe? Est-ce que tu arrives à prendre du temps pour toi? Est-ce que tu arrives à te bichonner toi-même? Comment tu fais ça, toi? Oui, je suis quelqu'un de passionné de manière générale. Ouais. Et effectivement, j'ai dans ma vie, c'est pas des passions que malheureusement, j'ai pas assez de temps pour en faire tout le temps, mais quand je peux en faire, par exemple, bah, je prends le temps de le faire, et quand j'arrive à le faire, c'est un kiff énorme. C'est quoi? Le ball trap, j'ai découvert le ball trap il n'y a Ah pas très non. longtemps. Je trouve ça... Ça te détend. ouais, on se concentre sur autre chose. En fin de compte, je me rends compte que quand tu te concentres sur autre chose que le travail, c'est là où tu te sens différemment bien. Donc, c'est important dans ton rythme de vie de le faire régulièrement quand même. Tout à fait.
Et donc, tu as aussi une maison de campagne, donc dans laquelle tu essaies de passer le plus de temps possible. C'est ça. J'essaye, c'est pas toujours facile. Comment tu te ressources dans ta maison de campagne? C'est quoi? Tu es du genre à buller avec un livre au coin du feu? Pas assez souvent, Ouais. mais pas souvent même. Non, moi j'ai un moment de détente qui est mon petit moment. Alors c'est plutôt l'été, le printemps. C'est tondre la pelouse. Alors, comment on peut être passionné par tondre la pelouse? Alors c'est pas une C'est passion. une corvée, ce truc. Alors c'est pas une passion, mais j'ai un peu de terrain. Et quand je monte sur mon petit tracteur et que je vois avant, après, je trouve ça magnifique. Je trouve ça beau. Tu vois, encore une fois, c'est la logique de construction ou d'amélioration. On a un champ et 2 heures après, On a une pelouse. on a une pelouse. Et ça, je trouve ça C'est ton, détendant. c'est ton yoga? C'est mon yoga, exactement. Quelque chose C'est comme mon ça. yoga. Je pense à rien d'autre qu'à ma pelouse, qu'à la végétation, à la verdure. J'essaie d'embellir ce petit jardin. J'ai toujours mon sécateur dans la poche pour la ronce qui dépasse. Ah oui. Mais j'aime bien, ça me détend, ça m'amuse, ça me décontracte et ça m'oxygène. Et je suis dehors, tu vois. Et même s'il pleut, c'est pas, enfin, il pleuviote parce que tu peux pas tourner sous la pluie, mais voilà, c'est humide, c'est pas grave. J'ai besoin de ce moment-là. Alors l'hiver, c'est un peu moins vrai. Je fais autre chose. Hein. C'est dommage que j'ai pas un terrain parce que je t'aurais fait tondre ma pelouse du coup, Mais je serais mais plus volontiers. autour d'un verre. Forcément, faut Évidemment. préchauffer. Alors dans cette émission, on a un moment un peu particulier. Maintenant, les émissions commencent un petit peu à se connaître, donc c'est plus une totale surprise. Mais sur cette table, il y a un objet un peu singulier que tu as remarqué tout à l'heure. Décris-nous alors cet objet-là. Ce téléphone, c'est un peu, j'allais dire, une Madeleine de Proust. Ça me rappelle ma jeunesse. Ça. C'est ça, c'est ça. Quand j'appelais mes copains et mes premières chéries en Avec cachette, le fil. avec le fil et en m'arrangeant que mon frère venait pas prendre l'écouteur C'est derrière. ça, voilà, c'est ça. Et puis quand on se trompait, il fallait tout recommencer. Il faut être patient. Et alors dessus, il y a marqué quoi? Téléphone céleste. Ouais, parce qu'en fait, tu vois, sur les émissions, alors il y a plein d'émissions qui existent pour tout. Il y a aussi pas mal d'émissions qui existent sur l'entreprise. Bon, elles ont chacune leur identité, leur personnalité. Donc, tu vois, déjà, on est dans un contexte hyper cosy. Tu vois, on est bien. On a envie de prendre du temps. Mais on a une particularité, c'est qu'on est relié directement avec l'au-delà. On est avec Dieu pour certains, avec l'univers pour d'autres, avec les défunts. Et donc, c'est évidemment quelque chose d'unique, ce lien direct. Est-ce que la spiritualité, pas forcément au sens religieux, mais le fait que la vie ait un sens, que de faire les choses avec humanisme, etc., est-ce que ça a de l'importance pour toi? Et comment tu le développes? Parce que tout le monde ne le développe pas de la même manière. Pour moi, la spiritualité, alors c'est une définition très personnelle. Hein. Et oui, c'est important. Je dis pas que c'est l'humain. C'est un échange avec l'humain. Alors effectivement, tu parles d'univers. Pour l'humain fait partie de l'univers. Et je suis un terrien dans le sens, je suis très concret, très pragmatique, très cartésien. Et je trouve que l'humain, c'est ma spiritualité. Parce qu'on est dans l'échange. J'aime bien, ce que j'aime bien dans mon métier, c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est pour ça que je me trouve bien, c'est l'empathie. Me dire, ok, cette personne-là, ce qui m'intéresse, c'est de la comprendre, la découvrir, la comprendre, pour l'aider vraiment, sincèrement. C'est pour ça que parfois, j'ai des candidats qui cochent toutes les cases sur le papier, et dire non, c'est pas pour vous, parce que humainement, ça passera pas avec le dirigeant, ou vice-versa. Même si tout le reste, parce que la personnalité, le mode de fonctionnement, les codes comportementaux sont essentiels pour que une relation humaine, privée, professionnelle, soit efficace et agréable des deux parties. Parce que quand on travaille, le sens du travail, c'est prendre du plaisir. Moi, je dis à mes collaborateurs, faut que chaque matin, quand vous arrivez au bureau, il faut que vous ayez envie et qu'à la fin de la journée, vous dites, j'ai pris du plaisir aujourd'hui, même si c'était compliqué. C'est ça qui donne du sens, toi, à ta vie? Je suis quelqu'un d'enthousiaste. Le jour où je m'ennuie dans mon boulot, le jour où je sens que j'apporte plus quelque chose à l'autre, j'arrive pas à donner le sourire, à donner envie à l'autre, et je ne fais pas avancer l'autre, ça veut dire que je suis blasé, ça veut dire que j'ai raté quelque chose. Il y a des personnes, des figures un peu fortes qui marquent ta vie comme ça, soit des gens très célèbres, soit des gens qui étaient dans ta famille, qui ne le sont plus, qui sont décédés, etc. Il y a des gens qui étaient importants, qui ont marqué ton cœur.
Oui, bien sûr. Tu vois, tout à l'heure, je parlais d'un client qui... voilà, je retiens les phrases, les mots, les phrases. C'est-à-dire que je retiens pas une œuvre, mais je retiens un instant T, une phrase, une expression, une vision, une analyse que je trouve waouh. Et là, après, je le grave et ça devient gravé sur ma pierre essentielle, sur mes commandements, ma pierre des commandements, tu vois. Et ça, c'est important après pour moi. À respecter parce que si j'estime, tout à l'heure, tu disais, on perd jamais, on apprend, bah voilà, c'est devenu une philosophie. Et il y a plein de petites choses comme ça. Qui t'inspire. Voilà, j'ai un autre client, il m'a dit un truc tout con, mais je trouve ça génial. On n'est jamais à l'abri d'un coup de cul. Tout con, hein. Et je trouve ça plein de sens. On n'est jamais à l'abri d'un coup de cul. Et du coup, bah, j'ose maintenant. Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un coup de cul. On sait jamais que tu réussisses. Et c'est ça. Hein? Parce que si j'ose pas, bah, c'est sûr que je réussirai pas. C'est ça. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc ces petites phrases comme ça que j'ai entendues à droite à gauche, de Te guide. gens que j'ai trouvés, que je connais toujours ou qui sont partis, mais voilà. Elles sont là, elles sont ancrées en moi maintenant. Et ça me permet d'enrichir ma résilience, ça me permet de m'adapter, de mieux réagir, ou de remonter la pente, parce qu'on a un chef d'entreprise, il n'est pas toujours au taquet de son moral. Le moral, il descend, mais en tout cas, quand on baisse, ça permet de ne pas descendre trop bas et de remonter assez vite. En tous les cas, merci, merci pour cette... tu vois, l'heure est déjà passée. Effectivement. C'est fou, hein? Tu as vu? Merci, merci à toi pour cette heure-là, d'avoir joué le jeu. Et puis d'avoir répondu aux questions avec toute ton authenticité et ton naturel. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci. Merci de nous avoir suivis. Merci pour vos partages et vos commentaires toujours bienveillants. Et puis si vous aussi, vous avez envie de venir sur les canapés d'ABC Talk ici, n'hésitez pas à écrire à rédaction@abctalk.fr. Et puis j'espère à très bientôt. Au revoir.